Frad, bonjour. Bonjour Elisabeth. On va commencer avec les élections égyptiennes. Premières élections depuis la chute d'Hosni Moubarak est marquée bien sûr par un fort taux de participation. Les Égyptiens ont dit leur soif de changement, écrit ce matin The Arabist, en expliquant que toutefois cette forte participation ne signifie pas pour autant une adhésion à la politique qui est menée en ce moment par le Conseil suprême des forces armées, mais que oui, elle est un échec pour ceux qui appelaient au boycott ou pour ceux encore qui demandaient un report de ces élections. C'est un gage du sérieux du peuple égyptien, écrit le site La Preuve, qu'il est bien décidé à recueillir les fruits de la révolution avec pragmatisme et espoir et à vérifier si oui ou non le changement tant attendu est en train de se produire. Et si les frères musulmans remportent ces élections, les Occidentaux devront respecter ce choix. C'est ce qu'écrit ce matin Wada Kanfar, un ancien rédacteur en chef d'Al Jazeera, qui revient également dans The Guardian sur la victoire des Nahda en Tunisie et du PJD au Maroc. Le journaliste se fait l'avocat d'un débat serein sur l'islam politique en disant que l'heure n'est plus à l'exclusion des islamistes de la sphère publique, en disant que l'heure n'est plus non plus à l'exclusion donc de cette partie de l'opinion arabe. La participation des islamistes à la vie politique qui est un vrai défi, même si ils doivent aussi accepter désormais des concessions. Mais les sociétés arabes ont surtout besoin aujourd'hui, écrit le journaliste, d'un consensus qui permette à la transition démocratique de se faire dans de bonnes conditions. Alors voilà pour les élections égyptiennes qui se sont bien déroulées, qui ont toujours lieu à l'heure où nous parlons. En République démocratique du Congo, en revanche, climat beaucoup plus chaotique. Et ce matin, The Independent s'interroge sur la capacité du pays à rompre avec le passé. Et le journal se pose la question de la façon suivante. Le léopard congolais est-il en mesure de changer ses tâches? Sera-t-il jamais capable de changer ses tâches? The Independent évoque ce matin l'héritage de la dictature Mobutu, la difficulté du Congo à exorciser ses vieux démons. Preuve de cette difficulté, effectivement, la violence du scrutin d'hier, les difficultés logistiques rencontrées dans l'organisation de ces élections, mais aussi la candidature d'un des fils de Mobutu, Mobutu Nzanga. Preuve, d'après le journal, que rien n'a vraiment changé en RDC. Le fils d'un dictateur qui a décidé d'affronter le fils de Laurent Désiré Kabila. Ce sont toujours les mêmes hommes et les mêmes clans qui se disputent le pouvoir. À voir également ce matin l'affrontement entre les États-Unis et le Pakistan après la mort de 24 soldats pakistanais le week-end dernier lors d'un bombardement de l'OTAN. Alors officiellement, les États-Unis font profil bas, ils présentent leurs plus plates excuses, mais du côté des conservateurs américains, pas question de plaider coupable. The Washington Times écrit que malgré ces déclarations de bonnes intentions, le Pakistan reste un sanctuaire pour les terroristes et que c'est pour cette raison d'ailleurs que la guerre en Afghanistan reste ingagnable. Les Pakistanais, je cite, qui s'indignent de ce que les États-Unis violent leur souveraineté nationale, mais qui se gardent bien de faire la chasse aux insurgés qui traversent leurs frontières. L'indignation pakistanaise, Elisabeth, dont se fait l'écho aussi ce matin le quotidien Down, en critiquant ceux qui, au Pakistan, dénoncent les extrémistes religieux, mais se montrent plutôt timides dès qu'il s'agit de blâmer la politique américaine dans la région. Down qui appelle à une critique claire des uns et des autres et qui aimerait que les politiciens pakistanais s'attaquent aussi bien aux fondamentalistes qu'à l'ingérence américaine. On va maintenant se rendre en Grande-Bretagne, où les syndicats ont donc appelé à une grève générale demain pour protester contre la politique d'austérité du gouvernement de David Cameron. Un appel à la grève qui fait la une ce matin du très conservateur Daily Mail qui dénonce le jusqu'au boutisme des syndicats accusés d'avoir refusé l'accord de dernière minute proposé par le gouvernement. Les syndicats qui annoncent une grève générale sans précédent, a priori, depuis les années 80 et l'ère Thatcher. Et les raisons de leur colère sont détaillées ce matin dans The Guardian, qui explique que la grève est conduite au nom de la défense des services publics, de la protection des retraites publiques, mais aussi du refus de l'accroissement des inégalités sociales au Royaume-Uni. Le gouvernement britannique essaye lui aussi de préserver le sacro-saint AAA. C'est à voir avec un petit dessin du Times où l'on voit le ministre des Finances George Osborne essayer de réparer, de rafistoler, de repeindre et de penser un AAA qu'on ne voit pas, mais qui est, je vous le garantis, en train de rendre l'âme. Les Britanniques qui se consoleront peut-être, Elisabeth, de cette étude européenne sur laquelle revient le Daily Mail. Figurez-vous, incroyable mais vrai. On a eu du mal à le croire. C'est un sondage qui a été mené auprès des Européennes et qui démontrerait que le mâle britannique serait jugé meilleur séducteur que le mâle français. Ah bon?
En tête du classement, nos voisins italiens, voilà, les Italiens, rois de la drague, pas champion du triple A, mais... Ou pas, hein. Ou pas. Vous n'êtes pas convaincu, vous êtes plutôt français, évidemment. Français, ça me va très bien. Merci beaucoup, Hélène. C'est la fin de la revue de presse internationale. Vous restez avec nous. On va ouvrir dans un instant plus sérieusement une